Last time it was Mid-Ohio that was the scene of the third round of the ALMS series, and fresh from their win at Le Mans, the #1 Audi of Biela and Pirot started from pole for the 2-hour 45-minute race. And it was that Audi that led for most of the race, while Christensen and Campello played catch-up from 6 on the grid. There were several incidents during the race. Number 18, Didier Rodriguez, and the Panos Mugen retired at the side of the track, and disaster for Johnny Herbert, ending up in the gravel trap at turn 11 and bringing out the safety car after a collision with the 42 Porsche. That meant it was a chance for pit stops, and the field played catch-up whilst the #1 Audi continued to lead. Meanwhile, Johnny Herbert was helped out of the gravel and made it back to the pit box, where there was frantic activity to get the champion Audi repaired and back on the track once again. Brabham and Magnussen had spent most of the race running in second place until dropping down to third. The #2 Audi had taken the lead and was on for the win until the LMP 900 began spluttering as it slowly ran out of fuel on the last lap, and Emanuele Pirot overtook it and headed straight for the checkered flag. But it was still to be an Audi 1-2 as Christensen managed to keep enough momentum to get the car up and over the line. But Christensen now heads the championship points table by 2 points from Johnny Herbert. Johnny Herbert is now tied with Campello for third, and Biela and Pirot also tied. Ron Fellows heads the GTS points on 85 from Johnny O'Connell, while Sasha Masson leads the GTs from Lucas Luhr. From Mid-Ohio, it's now on to Road America, and then it's onwards throughout the United States as this thundering series continues its tour of the country before slipping over the border into Canada for 2 rounds. Then he's back on the road again to finish the US circuits in Georgia. But for the 4th round of the series, ALMS travels to the spectacular Road America circuit close to Milwaukee. Lucas Luhr and Sasha Masson were disappointed, to say the least, to be punted off the track at the last round. But here at Road America, they were calm and collected and waited for the right opportunity in the qualifying session. And with 4 minutes of the session remaining, Luhr went out and put in a blistering lap to ensure pole position for the Porsche for the GT class. I had a really perfect lap. I mean, I pushed everything into it. And from the Michelin guy, I mean, I'm really pleased with him. He gave us really the right tire. And that makes it looks easy, but it wasn't easy. The awesome Chevrolet Corvette of Ron Fellows and Johnny O'Connell had had a few problems at the start of the race weekend, but luckily they were to be short-lived ones. And very quickly they were back on the pace again and on the GTS class pole for the 4th time in as many races. We had a bit of an initial problem with our gearbox. We lost some time, and our engineers threw a bunch of stuff at it. You know, very calculated, and that was really nice. That was a very nice car to drive. Johnny Herbert, for the 2nd time this season, is partnered in the champion Audi by Stefan Johansson. Almost halfway through the hour session, Johansson ended up in the wall at turn 5 and suffering rear-end damage. The pairing will now start from 6th place on the grid. It was a race of patience for John Field last time, suffering from alternator problems at Mid-Ohio, and much to their disappointment, those problems had followed the team here, and they spent most of the time down on power. Despite that, though, they managed to take pole for the 675 class.
The car didn't show what it could do because the engine was missing the whole time. And I only got like 3 or 4, I mean maybe 3 good laps. And it was sputtering, you know, on the straightaways and stuff. And so we gave away some time with the engine. Brian Herter and Bill Auberlane in the 51 Panos qualified for the last place on second row of the starting grid. The Panos still struggles against the mighty Audis. Development parts and aerodynamic revisions have helped them to keep up, but not surpass at all the might of the German Mark. And it's the same problem for David Brabham and Jan Magnussen in the 50 Panos. They have, though, a win and a third place to their credit this year, and here they hope that the race distance could be to their advantage. It's 500 miles, anything can happen. If you go have a small problem in the beginning of the race, you spend the rest of the race trying to catch up. So if something like that should happen to Audi, then we'll stand a good chance. But unless it looks like they're just going to go away in the distance, and we're going to have to do our own race. It was traffic that was the downfall of the number 1 Audi. Emanuele Pirro unable to get clear runs to get in the quick laps, but it would still mean a front row start for them. And Tom Christensen had been slightly disrupted by incidents too in the session, but managed to get in some good times to take pole, and he was certainly enjoying the circuit. Of course, it's everybody's first time. We keep improving a little bit. The car is fantastic. We know that. But on this circuit, we really need to find the right compromise in setup. And the engineers mechanic did a great job. And it was really nailing out there in this long carousel. I was very quick through there. I had to go up to 5th gear all the way on the entry. And it's a 4th gear corner. So yes, you can imagine how well the car was there. And I promised Dindo to go through the kink flat. But now I came out of the carousel so quick that I lifted again, so I'm sure he's still going to call me. Race day and a warm-up in the morning for the drivers and mechanics to hone the machines for race setup. It's a 12:30 start for a 500-mile race that will take approximately 4 hours, but there is a time limit of 4 hours and 15 minutes. Conditions are hot and sunny, pretty much perfect, and it's also Tom Christensen's 35th birthday. So then this is how the grid finished up after all the classes had qualified and they'd been combined, and it is going to be an interesting race here with everybody visiting here for the first time in this Le Mans series. The crew drivers do have some course knowledge here, but that's going to be to their advantage. But qualifying, as always, means grid positions. Grid positions, as always, is so important. Audi are out to take their 18th win of the Le Mans series here. It could also be the 11th time that they take a 1-2 finish. That's the plan, but there's a long way to go until the checkered flag, and as experience has shown, anything can happen at any time. It will be a rolling start, as is the custom. The field getting the green flag on the back straight. The timing begins as they cross the start line, and the track is currently at 105 degrees. 4 miles per lap, 500 miles on this circuit, 12 turns. The green flag is shown. They have to hold formation now until they go through the start line, and they've done that now, and that looked like Jan Magnussen very keen on the inside line, and Magnussen's gone wide and he's spun it off the grass. Can he stay out of the barriers? He does, but look at the amount of time that Jan Magnussen has lost. We're on board with him now, and he's got a heck of a lot of work to do. He's down in something like 11th place at the moment. Not good news at all. Into the race though, and it's well and truly on 500 miles, just under that now. Christensen leads Pirro. Number 51 in the Panos, LMP 01, Bill Auberlane, and then Johnny Herbert in the champion Audi is in 3rd place. Christensen, Pirro through. Then that's Bill Auberlane. Johnny Herbert right behind in the other Audis, closing very quickly, looking for a way past. Tried to go on the inside, but just caught on the grass. The dust came up, the tyres got dirty, and he had to back off, but he's just waiting now. He's desperately trying to get past that Panos of Auberlane, working hard at the steering wheel. He doesn't want to see those 2 Audis ahead of him disappear too much further, but they already have gone off into the distance, no doubt about it. The Panos is holding up that champion Audi of Johnny Herbert.
partnered here by Stefan Johansson, who joined him at the last round of the new partnership for that champion Audi. There's the race leaders go through, and then third and fourth place men as we have them on the track at the moment. And Herbert really will be keen to find a way through. Difficult through this part of the circuit, very twisty. Everybody is absolutely enamored with this circuit. Johnny Herbert said it's like the circuits used to be in Europe. It's a little bit like Spa, and you can't find these circuits anywhere in the world now except America. And everybody is thoroughly enjoying it. It's vast. There are thousands and thousands of spectators here, but there's so much space that you can't really see them. Number 2 Audi then leads the race from the number 1 Audi. Close as always, in formation as we've seen them so many times. Christensen doing the opening stint, his 35th birthday here today. And just coming on the bridge now is the Paynos with Johnny Herbert behind them. There, as we close in now, the 51 Paynos, and Herbert seems to have backed off a little bit. So whether he's erring with caution a little bit, maybe his tyres were upset when he ran off before. There we are, that's third and fourth place men. Well, 2 LMP classes, the 900s and the 675s. These are the thoroughbred racing machines. They have to be a minimum of 900 kilos. That's just under 2,000 pounds. Top speed just in excess of 200 miles an hour. The 675s will be slightly slower than that, at about 180 on board with second place man Emanuele Pirro. Still staying close to the back of the number 2 Audi. The one thing we're not sure about is team orders this weekend. So far, no signs of it. Still a long way to go, though. First chance for a possible lead, if these two don't race themselves on the track, will be the pit stops. And that will depend really on full course cautions, whether somebody goes off and brings out the double yellow flags. And Johnny Herbert seems to be having another go at the Paynos again. Got very close to them this time, but the Paynos just moved over and just blocked the way for Johnny Herbert. Quite a steep rise up that hill. This is through the pit lane. It's an uphill run. You don't actually see turn 1 until you get there. And they're heading up towards that now. Herbert moves in front and takes third position. And now we should see him leave the Paynos. Down a couple of gears for that corner. Then it's very quickly on the power. And then it's a downhill drop. So they head towards turn 3. And Herbert now just pulling away a little bit in third place. And this is the Saleen. The Saleen is doing ever so well this weekend. It's like a rocket ship. And unbelievably, it's leading the Corvettes. And off goes the 45 Viper. So the Viper's in trouble already. But the Saleen leading the GTS class. But now it's about to change as number 3 goes through to take the lead from him. So Ron Fellows takes the lead. Through goes Andy Pilgrim. And the Saleen is slowing very quickly indeed and is pulling off the racetrack. A problem for the Saleen. But it was flying around the course. It passed the Corvettes earlier, and now the same thing has happened to them. Now here is Jan Magnussen in the number 50 Paynos, who's now made it up to 5th place. So he's getting the wave manoeuvre or the wave signal from his teammate Bill Auberlane, but either Magnussen didn't see that or chose not to pass there, but he's about to take 4th place. And very easily too, and that is great team respect as the number 51 Paynos pushes by the number 50 car, and now Jan Magnussen is up to 4th position, so the recovery is on its way, but still a lot of time he's lost. So that's made life a little bit more difficult for the Paynos team. The Paynos 50 car and 51, well, they've been working really hard to try and close the gap on the Audis. There's the 3 Corvette of Ron Fellows, and as usual, close behind, number 4.
Andy Pilgrim in the number 4 car. What's going to be a pretty interesting battle with the Saleen, but looks like that's over now, unless they can get the Saleen back to the pits and get it back out in the race again. But it's out of contention really for the GTS class lead. 89 Porsche comes through, 3 and 4 Runfellows leading that battle though. Into the pits comes number 11, and is this a problem? Well, it's reported that a fire was in the car. A couple of corners actually reported seeing smoke, so they've come in as a precaution, and that was the 675 leader. And look at this now, a battle on between the two Audis, and there's going to be a lead change, no doubt about it. Number 1 working very, very hard indeed to get past 2, and I think Emmanuel Yapiro, yes he does, takes the lead from Tom Christensen. Well, he caught him very quickly and just pushed his way through there. And these two guys are really racing each other. It doesn't look like there's any team orders in practice at the moment. So, lead change then. Tom Christensen down to 2nd place. Emmanuel Yapiro in the red and silver number 1 Audi takes the lead as they go through to pass one of the GT cars. Well, that was number 79 that they've just lapped now, and you can see the speed difference between the prototypes and the GTs. The GTs, production-based cars, all tend to be Porsches, only slightly modified. And the Ferrari 360s and the Callaways also involved in that top speed. You'd expect about 170 miles an hour, so about 30, maybe 40 miles an hour difference between the LMP 900s and the GTs, and that will not be the last time that they lap them at all. So Emmanuel Yapiro now starting to try and pull away from Christensen, but it's a long, long race, and things can change very, very easily. Great traction. The tyres here working very well in the heat, which is a little bit of change from normal. But they're all finding this circuit very good. It's not too abrasive, so tyre wear shouldn't be a problem. But long laps and a long, long way to go. Maximum of 4 hours and 15 minutes. Beautiful circuit. Very, very good for the drivers to ride and enjoying it. As we've said, all the comments have been very positive. And interesting as well, with it being the first time the championship has come here. They had nothing really to base experience on. A lot of traffic now, though, for the 1st and 2nd men. Pick their way through. That's one of the 675s as well that tries to get out of the way of the Porsches. And always difficult times because you have to keep an eye on the other people, and they're not necessarily looking for the faster men coming through. Caught sight of number 18 there, who's leading the race leader at the moment, or ahead of the race leader on the road, about to be lapped. And that's Didier Rodriguez and John Graham's car, the MBD sports car. That's a Panos LMP07 with a Mugen Honda. And into the pits comes Bill Auberlane, and there's a fire in that car. There's definitely smoke coming out the back. He's pointing to the side. There's smoke coming through. He gets out of the car now. The marshals use the extinguishers, and there's some sort of electrical fire in that car. Can they do anything about it? Well, here's the battle for the GT class. 22 Jörg Bergmeister has just been passed by Lucas Law, number 23. Teammates, we see them together all the time, and they've been swapping positions on most laps of this race so far. But now it is 23 Lucas Law that leads, partnered by Sascha Maassen. Some lightning laps in qualifying, circulating together. It was the 31 car that led the class earlier on, but he ended up with running off the track. So these two now running 1st and 2nd in the GT class. On board with Jan Magnussen in the number 50 Panos. He's now heading into the pit lane, and it's going to be fuel and then tyres, and he gets ready to get out.
So out he goes. And into the gravel trap goes the Viper of number 44, Mark Bunting. So that is going to be... Is that going to be a full course caution? Can they get him out from there? And it is indeed. We're on board now with Johnny Herbert. Third place in the number 38, excuse me, Champion Audi. And they all now have to hold position. And the rescue team about to pull the Viper out of the gravel trap. And will we see people pitting now, taking advance of this caution? It'll take them a few more minutes to get out the car out the gravel trap, and in the pits are the two race leaders then, Emanuele Pirro and Tom Christensen. Tom Christensen gets out, Dindo Capello is going to get in, and Frank Biela is going to get into the number 1 Audi. Well, he's waving his hand, he's not happy about something, and this is very close indeed, and Capello's going to get out to take the lead. Well, there was a bit of a delay in the number 1 pit, and there is the yellow and silver Audi that's going to make it out onto the track first. And also, the two GT cars that were fighting for first and second have now switched, because Jörg Bergmeister is going to take the number 22 car out on the track ahead of Sascha Maassen. And Dindo Capello in the number 1 Audi is down to second place now. And the last thing he wants is these two Porsches ahead of him either. Well, he's just slotted in ahead of number 23. He's got to pass the number 22 Porsche. And that's going to be difficult times. But remember, they are still under caution. The yellow flag's still at the side there. And that will allow them to close up a little bit, but they have to hold station. They can't move positions until they've gone through the green flag and the caution has been removed. So, Dindo Capello, number 2, leads from Frank Biela, and it's Stefan Johansson now that's changed after the pit stops and is currently in 3rd place. So it's going to be a procession now for some time until they get the all go. There's the distinctive Corvette going through. We haven't seen any signs of the Celine. Well, there is Capello amongst the Porsches. Biela with 1 car between him and Dindo Capello. Can't do anything about it at the moment. There's the green flag then, so they'll be away this time. The number 11 car is about to be harangued very quickly by some flying Audis. There's the Brabham as well. David Brabham is in that car in the Paylors. And he will be lapped very quickly indeed, I think, once the Audis get up behind him. But it's going to be a very close race now. L'American Le Mans Series sur Motors TV, 4e manche de la saison, direction le circuit de Road America, connu également sous l'appellation d'Elkhart Lake. Il vient d'y avoir une neutralisation globale, ce qui a modifié un petit peu la donne. Nous sommes en caméra embarquée avec Frank Biela sur l'Audi numéro 1, mais Nicolas, donc Frank Biela serait en 4e position peut-être. Non, Frank Biela serait en 3e position, puisque devant il y aurait Dindo Capello, et puis encore devant c'est la LMP 675, la Lola en fait MG et Brabham, de Mel Hopkins. Brabham n'est pas devant. Si, à mon avis, il y a, du fait des arrêts, vous avez la LMP, il y en a deux, une voiture devant, ouais, ça serait David Brabham. Donc, il y a la MG en tête, bon, du fait d'un arrêt sans doute décalé. Brabham serait 2, Capello serait 3 et Biela serait 4. Effectivement, bien vu Laurent Frédéric, parce qu'il y a une panneause devant, mais ce n'est que, disons, provisoire. Oui, oui, non, les 4 premiers à l'image, mais évidemment, on peut penser que dans quelques instants, les deux Audi auront les moyens de retrouver leurs 2 premières vraies places de la course. En tout cas, la Brabham résiste à Capello. Biela est en embuscade. Et belle bagarre évidemment. Alors du fait de cette neutralisation, tout le monde s'est regroupé, ce qui est logique. Le fait est que là c'est bien. Et Brabham qui a fait signe. Brabham a fait signe à Capello de passer. Oui, parce qu'il ne fallait pas faire la même chose que Jan Magnussen tout à l'heure, résister trop longtemps, alors que là c'est une Porsche 900, celle de Tony Kester apparemment, qui est partie en tête à queue avec un pneu arrière droit out également. Qui peut repartir, mais il faudra s'arrêter au stand bien évidemment. Alors, est-ce qu'on va revenir en tête là? Parce qu'il y avait quand même une belle bagarre.
avec Capello qui était en train qui avait doublé Brabham et qui pouvait avoir les moyens d'aller fondre sur la AMG. Une confirmation en tout cas de la crevaison, c'est sûr, de Tony Kester en catégorie IGT. Apparemment, il se serait accroché avec la Panos de Milka Duno. Oh, et puis c'est pas tout, une autre Porsche dans le bac à gravier. Johnny Mullen, toujours cette catégorie GT, Porsche 900 GT3 RS, c'est son appellation exacte. Et bien résultat, full course yellow comme on dit aux États-Unis, drapeau jaune sur l'ensemble du circuit. Et chez Audi, on en profite pour s'arrêter de nouveau. Eh oui, tout à fait. Alors tout à l'heure, ça avait vraiment tourné à l'avantage de l'Audi numéro 2. Ah bah déjà ça commence mal, mal par numéro 1, on va trop loin. Voilà, il a loupé son emplacement. Cette fois-ci, il n'y aura pas de changement de pilote. Ouais, on a bien vu, Biella, il est allé au-delà de la petite ligne blanche qui délimitait son emplacement. Ouais, Johnny Mullen, on lui a permis de repartir. Et il faut nettoyer un petit peu cette piste avec tout le sable, le gravier qui a été amené sur la piste. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Les Américains, ils ont toujours des machines extraordinaires, des réacteurs d'avion pour faire sécher les pistes. On connaît, oui. De Boeing 747 quand même. Ah, je dois avouer que pour avoir vu ça effectivement en vrai et avoir entendu ça effectivement en vrai, oui, on a vraiment l'impression qu'il y a un avion qui est posé au milieu de la piste. C'est très efficace. Oui. Alors elles sont reparties dans l'ordre qu'on pouvait. Je crois que c'est Indianapolis, il y en a 7 ou 8. Parce qu'il y a des circuits en général, il y en a un ou deux. Oui. Mais là, je crois qu'Indianapolis, il y en a 7 ou 8. C'est juste un réacteur qui est posé sur l'arrière, sur un pick-up en fait, l'arrière d'un pick-up et puis ça souffle. Voilà, c'est reparti avec le drapeau vert et cet Audi numéro 2 une nouvelle fois qui dans les stands aura fait la différence par rapport à l'Audi numéro 1. Il y a peut-être un challenge entre les mécanos Audi, mais pour l'instant, avantage quand même très net à l'équipage numéro 2. Voilà, donc, oh attention, derrière on est sorti, il y a de la fumée. Ouais, ce fameux premier virage, toujours Elkartlek, très délicat à négocier, ce droite, où si l'on arrive de front avec une autre voiture, ça passe pas forcément pour tout le monde. Et il y a une Corvette qui a peut-être un souci. La numéro 3, Fellows. Et O'Connell, ouais c'est ça. Tiens, il y avait même Oliver Gavin également qui est présent, mais apparemment c'était lui justement qui était au volant, Oliver Gavin. Et à noter que on s'intéressait aux Audi numéro 1 et 2, mais que c'est l'Audi numéro 38 qui est en tête, celle de Stéphane Johansson, car il ne s'est pas arrêté au stand. Et voici Stéphane Johansson, lui il s'est pas arrêté une autre fois pour ravitailler. Donc c'est l'Audi américaine on va dire, qui est en tête. Et retour au stand pour Rinaldo Capello. Aïe aïe aïe. Et des gestes là du casque de Capello. Il y a un souci. Il y a un souci pour cet Audi numéro 2, la jaune, qui rentre au stand. La course continue. Que se passe-t-il? Et c'est un stop and go. Eh oui. Alors ça effectivement, j'avais bien vu, bon on n'avait rien dit, vous avez vu au moment du restart Nicolas, on a vu Capello qui avait déjà commencé à doubler une voiture. Alors c'était une Porsche je crois, donc c'était bon, ça semblait pas dramatique, mais Capello a été frappé d'un stop and go pour avoir en quelque sorte anticipé le restart. Et il ressort juste derrière Stéphane Johansson. Donc c'est à ce moment-là sans doute que Johansson effectivement prend la tête vraiment de la course. En tout cas ça semblerait logique. Ou alors ça voudrait dire que Johansson a maintenant un tour d'avance sur Capello. Non, il n'y a pas un tour d'avance pour Stéphane Johansson. Mais il y a toujours cette Lola MG là, que l'on retrouve devant. Cette Lola de Mel Hawkins actuellement. Mais il y a pas mal de confusion avec tous ces arrêts. Effectivement, les Audi qui sont arrêtés 2 fois sous régime de drapeau jaune. Mais alors, apparemment, d'après les dernières informations, ce serait Franck Biella maintenant en tête, devant Stéphane Johansson effectivement, et Dino Capello qui est donc à la 3e place. Dino Capello qui peut dire quasiment adieu à ses chances de victoire parce que le stop and go là face à son coéquipier, enfin son coéquipier, oui coéquipier, mais adversaire néanmoins, à moins bien sûr qu'il n'arrive un problème à Franck Biella durant le reste de la course. C'est quand même 500 miles, c'est long, ça fait 800 km et en 800 km il peut s'en passer. C'est vrai que là on n'a pas trop d'indications de la part de la réalisation pour savoir quelles sont déjà les vraies positions, quels sont le nombre de tours déjà effectués. Il faut un peu déduire les situations plutôt que de les connaître parfaitement. En tout cas les 3 Audi sont toujours là, ça c'est clair,
alors que les Panos sont quand même maintenant un petit peu loin. Ouais, là on peut dire que c'est une bagarre entre pilotes Audi, hein, parce que les Panos, on l'a vu tout à l'heure, hein, d'ailleurs Brabham qui n'a pas hésité à dire passe, vas-y, t'es plus rapide que moi, donc il acceptait la supériorité des Audi, c'est une certitude. En tout cas pour l'instant nous sommes avec Stefan Johansson qui a donc été eh bien l'enjeu, hein, d'une bagarre entre Cadillac et Audi avec JJ Leto. Bref, finalement Johansson il a récupéré le volant alors qu'au début il était promis à JJ Leto. Ça a duré pendant 10 jours à peu près, hein. Il y a eu des batailles d'avocats entre Cadillac et justement elle va pas bien, elle va pas bien. Déjà tout à l'heure on a vu Oberlin et Herta qui étaient en feu dans les pits, et bien là il y a une unit pit, oui, effectivement tu as besoin de rentrer au stand, c'est pas en roulant à 10 km/h que tu vas aller gagner la course de Road America, non, il va peut-être même pas rejoindre les stands. Il va pas pouvoir aller jusque là. Il n'y a plus de panos, aux avant-postes, alors là c'est un cavalier seul, Audi. Alors maintenant, eh bien, ça va être un peu comme au Mans, hein, on va s'intéresser à l'ordre des Audi. Oui, enfin, ouais, on va pas bloquer, hein. Alors là, j'en suis quasiment sûr. On n'est pas Ferrari chez Audi. Bon, il y a comment ou à la rigueur, effectivement, dans le dernier quart d'heure, on a dit cette année à Général Verte, allez, c'est fini. Un quart d'heure sur 24, ça peut se comprendre. Non, mais à la rigueur, j'allais dire, ça correspond peut-être aux 200 mètres d'un Grand Prix de Formule 1 où Barrichello laisse passer Schumacher. Hein. Ça, c'est vrai que c'est à la rigueur, pourquoi pas. Mais bon, c'était pas du tout la même philosophie et je peux vous dire que bon. Personne ne s'en est vraiment scandalisé alors qu'on se souvient quand même qu'il y a 60 000 spectateurs qui ont sifflé spontanément. Et c'est Stefan Johansson. Oh, c'est pas possible. C'est Stefan Johansson qui est parti dans le bac à gravier. Mais cette Audi 38 à chaque fois elle est payée ou quoi pour sortir, pour laisser les deux officiels aller s'expliquer. Herbert qui s'était accroché déjà à Mid-Ohio, la Johansson qui part à la faute. Et puis là il peut toujours rêver, il repartira jamais de là-dedans, Stefan Johansson. S'il n'est pas aidé, il ne ressortira pas du bac à gravier. Bon, bah, évidemment là c'est tout bénef pour Dindo Capello. Les deux Audi jaunes et rouges, les officiels, les vrais, les grandes, eh bien, passent à travers toutes les gouttes, ce que ne sont pas capables de faire leurs adversaires. Et retour au stand, Nicolas, pour Capello. Oui, et ben apparemment c'est un drapeau noir pour Dindo Capello. Encore ? Mais c'est pas possible. Cette fois-ci, drapeau noir pour avoir dépassé une voiture sous drapeau jaune, dans la voiture numéro 34. C'est en tout cas ce qui est annoncé. Voilà, malédiction alors qu'il est en train de pleuvoir sur tout le monde, avec Capello qui vient de passer à son stand en disant mais c'est pas possible. Un stop and go tout à l'heure pour avoir anticipé le restart, un nouveau stop and go ou alors c'est un drive-through, mais enfin bon ça change pas grand chose, c'est une pénalité. On le voit effectivement secouer la tête de dépit, histoire de manifester son mécontentement. Donc nouvel arrêt pour Capello. Alors là effectivement Pirot et Biella a priori vont en profiter assez. C'est incroyable comme ils sont sûrs, Biella et Pirot, que ce soit au Mans depuis 3 ans, il ne leur arrive rien. Ils ne sont jamais dans des mauvais coups. Sebring qui est arrivé une mésaventure à Franck Biella. Bon, c'est à peu près ça arrive. Mais c'est vrai qu'ils font jamais de faute, ça enfin, ou presque. Et qu'ils ne tentent pas des choses inconsidérées et qu'ils ne vont pas à la faute. C'est vrai qu'ils sont d'une sûreté, d'une efficacité absolument incroyable. Alors Stefan Johansson qui a été sorti des graviers, il va falloir redémarrer maintenant et repartir. Alors évidemment, beaucoup de temps de perdu. Hein. Forcément. Alors comme le circuit est grand, bon, il peut peut-être être toujours dans le même tour que le leader, mais au mieux. Une Philbeam Nissan ici, numéro 56 de Chris McMurray. Ouais, il y a des drôles de voitures hein, parfois quand même parce que vous me direz, Pilbeam, qui connaît Pilbeam? La Panos quand elle est arrivée au début, hein, tout le monde se moquait d'elle en disant la Batmobile, et finalement elle se révèle être loin d'être ridicule, même si aujourd'hui elle a du mal face aux Audi parce que on a vu le feu effectivement tout à l'heure sur la voiture de Herta Oberlin et puis peut-être des problèmes de boîte de vitesse pour l'autre Panos. Ah, j'en avais discuté avec Pierre-Henri Raffanel au 24 heures du Mans. Pierre-Henri qui a donc été, qu'on salue bien sûr, qui a été pilote Panos. C'est lui qui a le meilleur résultat sur une Panos dans toute l'histoire du Mans, parce qu'il a terminé 5e, je crois que c'était en 97. Et donc bon, il a été pilote Panos au Mans et lui il le sait de l'intérieur. D'accord, il y a la volonté, il y a une bonne voiture, mais il est le premier à le reconnaître. Il n'y a pas le petit coup de pouce, il n'y a pas la motivation extrême. Il manque les derniers détails qui fait que c'est Audi et
c'est pas une autre quoi. Donc il le sait à l'intérieur que chez Panos, on n'est pas préparé, on n'est pas dans la configuration Le Mans au maximum. Apparemment, Franck Biella qui rentre au stand, mais il y aurait un problème au niveau des pneumatiques, peut-être une crevaison. Ah, voilà qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour Capello, voire pour Johansson. Elle n'est pas finie cette course encore. C'est une vraie épreuve d'endurance quasiment, même si là c'est de la semi-endurance. 500 miles pour ces voitures, c'est pas grand-chose finalement. Quand on voit combien elles peuvent couvrir 5000 km sur au Mans, 24 heures, là, effectivement. 800 km. Il y a un problème sur le pneu arrière gauche. Allez, on a fait le refueling, maintenant on peut travailler sur les pneus. Il faut accepter de toute façon en endurance d'avoir des petits soucis, ça fait partie du jeu. Même on a vu depuis 3 ans cette voiture changer. On est en train de vérifier le pneu arrière gauche. Vous avez vu des petites lumières s'allumer. Il y a des. Alors que là il y a un problème moteur. Là il a il a calé Franck Biella tout simplement. Ah oui non là il y a gros souci pour Biella. Ah ben voilà qui va, j'ai l'impression, remettre tout à plat au niveau des 3 Audi. Chacun a eu son problème. Capello 2 stop and go. Biella un souci mécanique quand même. Un stop and go c'est moins long que ça. Hein. Oui voilà pourquoi finalement c'est peut-être pas plus mal. C'est moins long que ce qui vient de se passer avec Franck Biella. Et puis donc Johansson dans le bac à sable. Donc tout le monde a eu son souci. Et puis Capello il va se retrouver en tête tout simplement. Ah quand même. Et oui donc valait peut-être mieux s'arrêter 2 fois pour un stop and go qu'une fois pour un problème mécanique. Ouais, non, ça devrait être. Voilà, regardez, oui. Voilà, il repart devant. Enfin, il repart. Il passe, alors que Biella, lui, n'est pas encore sorti des stands. Et donc, eh bien, Dindo Capello, malgré 2 stop and go qui se retrouvent en tête, il a dû prier très fort pour que ça puisse arriver. Vous parliez d'église tout à l'heure avec les cloches, d'où son surnom. Voilà. Là, les cloches ont sonné pour Dindo Capello. Parce que effectivement, il ne pouvait pas rêver mieux. Un Johansson qui part dans les graviers, un Franck Biella qui connaît des soucis dans les stands. Et la Nissan Alpine Beam là qui plaît beaucoup au réalisateur. Alors retour avec l'Italien Rinaldo Capello. Juste derrière lui on a aperçu Ron Fellows, le leader de la catégorie GTS sur la Corvette. Et là en catégorie GT c'est la 22 je crois qui est en tête devant la 23. Ouais, l'Alex Job Racing avec Timo Bernhardt. Et Jörg Bergmeister. C'est Jörg Bergmeister d'ailleurs qui a pris le volant à l'occasion. Allez, la 2 qui se fraye un chemin dans le trafic, qui maintenant a la voie dégagée. Et on peut peut-être penser que ça y est, les incidents ont frappé tout le monde. Ça va peut-être se calmer d'ici à la fin de course. Joel Field qui pilote avec Clint Field, le fils, qui ne sont plus dans la même équipe en fait apparemment. Alors attendez, non, en fait il y a 3 Field, c'est ça. Vous avez John Field qui est sur la Field. 37 et là sur la 30, sur une Lola Judd, vous avez Clint Field, effectivement le fils de John, et Joel Field. Alors à mon avis ça doit être... Clint Field qui lors de la dernière épreuve pilotait avec son père. Voilà c'est ça. Là donc les 3 Field, il y a 3 Field au départ tout à fait. Donc il y a John tout seul sur la 37 avec 2 autres coéquipiers. Et Clint le fils fait équipe avec Joel. Alors effectivement, quel est le lien de parenté entre Joel Clint qui est très jeune, 18 ans on rappelle. Est-ce qu'ils sont frères, est-ce qu'ils sont oncles et neveux? Il y a des dynasties comme ça en sport automobile. Alors que en faisant un petit point sur le classement, on se rend compte que Dindo Capello est en tête avec quand même 15 secondes d'avance quasiment sur Franck Biella, et que Johnny Herbert est 3ème mais à un tour de retard forcément quand après la sortie de Johansson tout à l'heure. C'est pas illogique. Donc de nouveau quand même le triplé Audi qui est en vue comme au Mans. Quelle incroyable voiture quand même de cette Audi R8 qui était venue au Mans il y a 4 ans pour voir, qui avait déjà accroché la 3ème place du podium avec Biella, première participation, podium, c'était déjà pas mal, et ensuite 3 victoires consécutives. Donc une réussite vraiment... Et puis quelle victoire surtout. Il y a, non seulement il y a le résultat, mais il y a la façon, il y a la manière, et Audi c'est une sorte de machine de guerre, de rouleau compresseur, rien ne semble pouvoir l'atteindre. Il faut dire que c'est pas dû au hasard non plus. Il y a eu du travail, il y a eu de l'investissement financier, investissement humain, de façon à créer la meilleure voiture possible. Et là, ils tutoient la perfection quand même dans cette catégorie. Et puis c'est vrai qu'au niveau de l'image même, Nicolas,
Parce que quand vous gagnez comme ça de manière aussi évidente, bon, on a toujours tendance un petit peu à se dire allez, il faudrait qu'on ait un peu pour les adversaires, quoi. Mais Audi, il y a un respect monumental pour cette équipe pour plusieurs raisons. D'une part parce que Audi en endurance, c'est absolument pas normal quelque part. Audi n'a jamais montré un intérêt dans l'histoire automobile depuis le XXe siècle pour l'endurance. Audi est venu au Mans pour la première fois en 1999. Donc c'est une équipe qui a eu ses heures de gloire en rallye, effectivement, mais qui n'a pas un passé sportif démentiel. Donc Audi marque plutôt de berline, de voitures un petit peu luxueuses, allemandes, hein, c'est vraiment typiquement le cas. L'Audi Quattro de Voilà. Michel Mouton, Bon, en rallye. Oui. Mais qui décide de relever ce défi Le Mans, bon, c'était pas forcément évident. Donc quelque part, bien joué de l'avoir tenté, ça faisait plaisir à tout le monde et tout le monde ne pouvait que se féliciter. Et donc ils l'ont réussi, mais c'était pas inscrit dans l'histoire de la marque comme Porsche. Si Porsche, on imagine, revient l'année prochaine avec un proto, on sait que ça sera efficace. Bon, Audi, c'était pas évident que ça marche, donc ça a marché, bravo. Deuxièmement, eh bien, l'effet de course, FAITS bien sûr, n'ont pas toujours été évidents. L'année dernière, en 2001, vous savez, il y a eu 2 heures de neutralisation, 4 orages qui se sont abattus sur le Mans. Vous avez beau avoir la meilleure voiture, vous partez en aquaplaning, c'est facile pour personne, c'est évident. Eh bien, les Audi avaient fait la différence et donc, là aussi, respect à tous les niveaux. Donc, dans le milieu de l'endurance, les spectateurs, les observateurs, les professionnels, c'est vrai, il y a une unanimité pour reconnaître la supériorité de Audi, mais en les félicitant plus qu'autre chose. Ouais, mais il y a une stratégie marketing, hein. Il y a BM et Mercedes forcément du côté allemand qui sont eux partis vers la Formule 1. Porsche, vous le disiez, qui était très fort en endurance, qui avait un petit peu marqué le pas, qui était plus là, il fallait occuper le terrain. Audi, comme vous le disiez, n'avait quasiment pas de passé automobile, c'est engouffré dans la brèche. Et Audi, c'est le groupe VAG, hein, on le rappelle, et le groupe VAG qui a décidé de ne pas aller en Formule 1 parce que les coûts sont trop élevés. Effectivement, il y a trop d'argent à investir. Le programme d'endurance doit coûter pas mal d'argent, mais certainement beaucoup moins qu'un programme de Formule 1. Donc c'est au niveau du marketing également, c'est bien senti au bon moment pour Audi. Peut-être que c'est le début d'une histoire. Audi dans le sport automobile, il y a eu Porsche, il y a BM, il y a Mercedes, maintenant il y a le 4e grand constructeur allemand. Oui, il y a le docteur Wolfgang Ulrich, donc, qui est le patron de Audi Sport, qui effectivement prenait un malin plaisir cette année au Mans à dire mais vous savez, vous parlez d'une machine de guerre au niveau financier notamment, mais vous seriez surpris d'apprendre l'investissement réel d'Audi dans ce programme endurance. C'est beaucoup moins que ce que vous croyez. Alors c'est forcément beaucoup plus que les autres, mais oui, là j'aurais tendance à le croire. C'est peut-être pas des millions et des millions de dollars. Il y en a beaucoup, c'est sûr, mais c'est aussi très bien utilisé et très bien réparti. Bon, cette course, j'ai l'impression, Nicolas, en tout cas, a atteint en quelque sorte sa logique. Hein, j'ai l'impression que ça n'a plus trop changé. Sauf que en GTS, là, parce qu'on s'y intéresse, Andy Pilgrim, il est dans les stands, c'est Kelly Collins, son coéquipier qui est au volant, et elle est en tête cette voiture devant celle de Ron Fellows qu'on a vu tout à l'heure, qui connaissait des problèmes dans les stands. Enfin, Ron Fellows, il n'est pas tout seul, mais c'est peut-être un changement pour la première fois de la saison, parce que le Canadien Fellows a tout gagné en GTS. Pour une fois, ça sera certainement la Corvette numéro 4, alors qu'en GT également, là aussi, il y a du changement. On avait l'habitude de voir Lucas Lohr et Sacha Massen, ils sont toujours là, ils sont en 2e position, mais pour l'instant c'est Bergmeister qui domine. Donc allez, on va dire, c'est pas une révolution non plus, hein, mais des petits changements en GTS et en GT par rapport aux courses précédentes. Et on a aperçu devant la Corvette la Ferrari, la numéro 0, la Ferrari verte, avec Naspetti et Schiattarella qui composent son équipage. Et voilà les deux Porsche GT qui sont aux avant-postes. Lucas Lohr, coéquipier de Sacha Massen. Et puis dans la même équipe, l'Alex Job Racing, il y a un autre équipage qui pour l'instant est plus rapide. Donc aujourd'hui, c'est Jörg Bergmeister et Timo Bernhardt. Allez, l'arrivée maintenant qui devrait être assez proche. Et au niveau donc de l'endurance proprement dite, vous le savez, il y aura encore une grande course d'ici la fin de la saison. Ce sera le Petit Le Mans, comme on l'appelle, sur le circuit de Road Atlanta dont on parlait tout à l'heure. Là, le format de la course, c'est 10 heures. Alors, on voit le dépassement justement de Jörg Bergmeister sur Lucas Lohr pour la tête de la catégorie GT. Comme à la parade, néanmoins, c'est de Porsche.
Ouais, dans cette catégorie GT là, du coup, au niveau de la fiabilité, il n'y a pas de souci non plus. Surtout que ces Porsche 911, ça fait quand même partie des voitures les plus anciennes qui existent. La Porsche 911, elle a plus de 25 ans, pas loin de 30 ans maintenant. Et c'est une voiture qui a fait ses preuves. Et c'est sûr qu'au niveau de la fiabilité, il n'y a pas de souci dans la catégorie GT où il n'y a que des Porsche 911 d'ailleurs. Alors la course qui est maintenant commencée depuis plus Dino de Capello, 4 heures quand même. Dino Capello qui est au milieu justement des deux leaders de la catégorie GT. Vous pouvez apprécier la différence tout simplement. Ouais, 500 miles, 4 heures. Il faut savoir que sur les ovales, les épreuves de 500 miles, ça dure 3 heures et quart à peu près avec toutes les neutralisations. Là, il y a beaucoup moins de neutralisation sur un circuit routier. Puis on va plus vite, bien sûr, sur un ovale que sur ce genre de circuit. Mais là, on approche de la fin de cette course. Oui, au niveau des distances les plus importantes aux États-Unis, parce que c'est le drapeau blanc, donc le dernier tour, il y a le 500 miles d'Indianapolis, mais il y a une course qui fait mieux, je dirais, dans un format quasiment identique, c'est en NASCAR, Nicolas, je ne sais pas si vous le savez, Charlotte, ce sont les 600 miles de Charlotte, parce que c'est toujours le même jour d'ailleurs qu'Indianapolis. Je sais, parce qu'il y a des pilotes qui font les deux. Voilà, il y a toujours des pilotes Gordon Robbie Gordon ou comment il s'appelle, Tony Stewart, qui avait l'habitude de faire les deux. Le samedi... Non, c'est bien le dimanche, mais sauf que comme c'est à 11h du matin... oui, c'est ça, transfert en hélicoptère direction Charlotte. Indianapolis, c'est quand même au centre, Charlotte c'est un peu plus au sud. Et effectivement, course des 500 miles le matin et le Charlotte c'est le soir. Voilà, donc Charlotte c'est le soir, c'est ça, voilà. J'étais en train de replacer le calendrier dans ma tête. Indianapolis ça commence à 11h du matin, heure locale, donc jusqu'à 15h même on va dire. Transfert en hélicoptère avec la course qui démarre à 17 ou 18h je crois en NASCAR, mais c'est imaginez 1100 miles dans la journée avec des bolides des moyennes de 350 km/h. Il y a quelques fous qui essayent de le faire. Tony Stewart effectivement est l'un des premiers à l'avoir fait et à avoir réussi dans les deux. Oui, parce que l'année dernière, alors il a terminé 4e à Indianapolis ou 5e, bon faudrait voir, mais enfin c'est dans les 5 premiers avec Chip Ganassi, et il a terminé 9e à Charlotte le soir. Donc c'est absolument hallucinant. Allez, le dernier tour, donc l'homme du jour, ce sera Capello finalement, qu'on aura plus vu que Christensen, qui s'est singularisé avec 2 stop and go à un moment donné, mais ça n'a pas été plus grave que ça finalement. Voilà, alors que pour les autres, ça a été un petit peu plus grave à chaque fois. Donc Capello, il aura été sanctionné 2 fois, mais finalement c'est bien lui qui va aller chercher la victoire, associé à Tom Christensen. Ça sera la 2e victoire de la saison pour Capello Christensen. Et Biella Piro vont devoir se contenter de la 2e place. Et là Christensen ça va lui faire du bien, il était déjà en tête du championnat, et Tom Christensen il va vraiment peut-être prendre un peu le large, même si prendre le large chez Audi c'est difficile puisque tous les pilotes qui disposent de la même machine que vous, alors qu'avec une image symbole on a vu furtivement la panose qui était complètement arrêtée, c'était celle de Brabham tout à l'heure qui a connu des soucis pendant ce temps-là. Et bien Dino Capello lui allait passer sous le drapeau à damier en vainqueur. Voilà, Tom Christensen debout sur le muret. Qui a vu ça? On agite les drapeaux. Donc c'est la même histoire qui recommence. Victoire Audi, 4e manche, 3e victoire Audi. On rappelle quand même que Audi n'est pas invincible et que Panos l'avait emporté à Sears Point. Alors à noter donc c'est la Corvette numéro 4 qui s'impose en GTS, celle de Collins et Pilgrim, que en ce qui concerne la GT c'est Bergmeister et Bernard, donc il dépasse ma chaîne est lourd. Voilà, et donc au classement général, la première GTS est 5e et la première GT est 8e. Ce sont quand même d'excellents résultats. Évidemment, il manque les 2 Panos. Et à noter que les Riley et Scott aujourd'hui n'étaient pas présentes et c'est pourquoi on ne les retrouve pas, parce qu'en général, elles étaient toujours parmi les 5 ou 6 premières. Tom Christensen bien sûr en tête, vous le voyez, du classement, mais il n'y a pas beaucoup d'écart effectivement. Et là, il y a surtout suprématie Audi, 5 Audi aux 5 premières places. Fellows en tête de la catégorie GTS, Masson de la catégorie GT, mais des écarts parfois qui sont très faibles. Merci beaucoup pour cette victoire. Ouais, ça a été sympa. Les donuts et les rotations avec la voiture, c'était un cadeau. La victoire, elle n'est pas un cadeau, c'est l'issue d'un gros travail. Voilà ce que vient de dire Tom Christensen. Et Christensen qui félicitait là de façon très, très fair play Capello, qui a effectivement fait, on a l'impression, l'essentiel du travail, qui est resté en tout cas plus longtemps sur la piste. Bon, et bien voilà, c'est terminé pour cette 4e manche de la LMS. La suite de ce championnat bien sûr sera à suivre sur Motors TV tout au long de la saison 2002. Merci Nicolas. Merci à vous. Merci de votre attention, à bientôt. À bientôt, au revoir.